18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Vous revenez du front en Ukraine. Vous publiez un long reportage dans Paris Match. Cette semaine, l'Ukraine à l'heure de la reconquête. C'est votre 4e voyage en Ukraine depuis le début du conflit. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu sur le terrain dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, ces menaces de Vladimir Poutine qui mobilise 300 000 réservistes, qui brandit l'arme nucléaire, la menace de l'arme nucléaire. Le président Zelensky dit qu'il ne faut pas croire à ce chantage nucléaire. Est-ce que vous êtes aussi sûr que cela, qu'il ne faut pas croire Poutine lorsqu'il dit « j'utiliserai l'arme nucléaire si nécessaire » ? Je ne peux pas dire que je sois sûr de ça, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il est vraiment dangereux et que ceux qui, depuis 6 mois, disent qu'il faut l'arrêter ont raison. On ne peut pas laisser au pouvoir d'un grand pays doté d'un tel arsenal un homme pareil, un homme capable de brandir ce type de menace. Si vraiment il fallait donner une preuve ultime qu'il faut le stopper, qu'il faut l'arrêter, il vient de le donner lui-même. Est-ce que c'est le signe qu'il est aux abois, qu'il est dans une situation désespérée, comme l'estime le chancelier allemand, ou pas ? C'est le signe d'abord qu'il est c'est ce que m'ont dit tous les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer depuis le sommet de l'État jusqu'au plus modeste des combattants. C'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh et puis il y a des terroristes comme Poutine. Les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il a perdu. Ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter. C'est ce qu'il a tout fait pour éviter. Et il ouvre d'ailleurs pour lui-même la boîte de Pandore des ennuis. Comment va réagir la société russe ? Comment vont réagir les familles ? Comment vont réagir ces garçons, ces hommes de 30, 40, 50 ans et qu'on va envoyer, qu'on va transformer en chair à canon pour une guerre dont ils n'ont rien à faire? Là, il prend un véritable risque. Voilà. Moi, de toute façon, je vais vous dire, je vous l'ai dit ici même, il y a déjà des mois, j'ai toujours été persuadé que Poutine perdrait cette guerre. Toujours. Et ce reportage de Match aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ? L'Ukraine est en train de gagner. Voilà, je le crois depuis le début, c'est en train de se concrétiser. On y revient dans un instant. On apprend qu'il y a des manifestations en Russie contre cette conscription qu'annonce Poutine. Il y a eu 200 arrestations dans le pays. Il y a vraiment... La société russe bouge, dit peut-être qu'elle ne veut plus de cette fuite en avant. On sait que les vols sont pleins pour quitter le pays, tenter de quitter le pays. Les Russes ne veulent pas plus de sacrifices, plus de pertes de vie humaines ? Sauf qui peut. Généralisé, les départs pour la Turquie, les départs pour d'autres pays. Rappelez-vous la guerre d'Afghanistan, les Russes ont perdu parce que les mamans ne voulaient plus voir les corps de leurs fils revenir dans des linceuls. C'est ce qui se passe en ce moment. La société russe n'en peut plus. Il y a des sondages qui disent que des sondages sous dictature. On se demande, quand on répond à un sondeur à Moscou, si ce n'est pas un agent du FSB. D'accord ? Même dans ces conditions-là, il y a 20% des Russes qui disent qu'ils sont contre cette guerre. C'est énorme. Ça veut dire que, là encore, on s'est fait peur à nous-mêmes. On a vécu dans le mythe d'une Russie qui serait tenue, qui serait accoutumée à une culture de la servitude et qui serait complètement à la botte de Poutine. C'est pas vrai. La Russie, elle a changé. Voilà. La Russie de Gorbatchev n'est pas morte. Elle est toujours là. Et elle ne laissera pas Poutine partir dans ses projets suicidaires, criminels pour l'Ukraine et pour d'autres, et suicidaires pour la Russie elle-même. C'est en ce moment le suicide de la Russie auquel on est peut-être en train d'assister. Il y a des gens qui ne veulent pas se suicider en Russie. Je voudrais juste qu'on écoute les mots employés par Vladimir Poutine. Après, on reviendra sur la situation sur le terrain, parce que vous l'avez vu de vos yeux. Écoutez les mots qu'il a employés à propos de ces armes nucléaires. Ils sont importants. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Voilà, Écoutez, ce n'est pas du bluff. On est rassuré puisqu'il n'y a pas de menace sur l'intégrité territoriale de son pays.
Personne n'a l'intention d'attaquer la Russie. Personne n'a jamais menacé l'intégrité de la Russie. Et les États alliés de l'Ukraine font, comme vous savez, très attention, avec une précision de géomètre, à 1 kilomètre près, de ne pas prendre le moindre risque d'atteindre la Russie. Donc voilà, il n'y aura pas la situation qu'il décrit. Et il faut répéter ça à tous ceux qui sont tentés d'écouter cette petite musique. Je sais qu'il y a en France des gens, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui ont tendance à se laisser impressionner par Il y a des gens qui ont peur aussi, tout simplement. Oui, mais ils ont raison d'avoir peur. Bien sûr qu'on peut avoir peur. Mais en tout cas, remettons les idées en place. Personne n'a jamais menacé la Russie. Voilà. Personne. On a même fait depuis 20 ans que Poutine, 22 et quelques années, des cadeaux à Poutine invraisemblables, des cadeaux stratégiques, militaires, économiques, associations au Conseil de l'Europe, reset des histoires nucléaires, partenariat avec l'OTAN. C'est tout le contraire de la cornérisation ou de l'humiliation dont il se plaint. Donc voilà. Je pense en effet, comme j'ai tendance à penser, il faut être très prudent bien sûr, mais j'ai tendance à penser comme Zelensky et comme les Ukrainiens, que tout ce qu'on entend là, c'est le signe d'un dictateur aux abois qui lâche ses dernières cartouches et qui brûle ses derniers navires, voilà, mais qui va malheureusement finir devant un tribunal international. J'aimerais qu'on écoute la réponse de Joe Biden. Il s'est exprimé il y a quelques instants à la tribune des Nations Unies. Il a répondu évidemment aux menaces de Vladimir Poutine. Il ne s'est pas livré à la surenchère, mais sa réponse était très ferme, très claire. Écoutez-le. Nous appelons toutes les nations à rester attachées au régime de non-prolifération nucléaire, à le promouvoir par la diplomatie. Quoi qu'il arrive dans le monde, nous sommes prêts à soutenir des mesures de contrôle. Un monde nucléaire, une guerre nucléaire plutôt, ne saurait être gagnée. Et elle ne doit jamais intervenir. Voilà, une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, dit le président américain. On vient de voir la différence entre un homme de sagesse, de sang-froid et sûr de sa force, Biden, et puis un petit gars, un petit homme affolé et qui perd les pédales, Poutine. C'est très intéressant de voir ces deux images successives. C'est exactement l'impression, je crois, que cela donne. Quand le président Macron a évoqué hier à la tribune des Nations Unies le retour de l'impérialisme et des colonies, il visait la Russie, vous êtes d'accord avec lui? Naturellement. Et c'est bien, c'était bien et beau de rappeler ça à la tribune des Nations Unies devant des pays, des représentants de pays qui sont encore persuadés que c'est la France, l'Angleterre et l'Amérique qui sont les pays colonialistes. Aujourd'hui, le vrai colonialisme, c'est l'Iran, avec le fameux arc chiite qu'il rêve de constituer. C'est la Chine avec ses routes de la soie. Et c'est la Russie avec l'Ukraine et les pays baltes si on l'avait laissé faire. Et c'est la Turquie aussi avec un certain nombre de pays voisins. Donc bien sûr que c'est vrai. L'époque a changé. L'âge de l'impérialisme occidental est fini. Et puis maintenant, on revient à l'âge de l'impérialisme néo-ottoman, néo-chinois, néo-perse, néo-russe, néo-califat. L'impérialisme islamiste, c'est ça les empires d'aujourd'hui. Le président Macron a absolument raison d'avoir souligné ce point. Et il a raison de continuer à dire qu'il faut négocier, il faut continuer à parler avec Vladimir Poutine, il faut mettre en place des négociations de paix. Ou est-ce que c'est trop tôt, selon vous? Attendez. Un jour ou l'autre, enfin, bien sûr qu'il faudra parler avec les gens qui seront en charge en Russie. Moi, ce que je pense, c'est que ce ne sera pas Poutine. Parce que je crois que les choses sont en train d'aller vite en Russie. Il y a une espèce je crois qu'on assiste aux prémices d'une décomposition intérieure du régime. Et je ne suis pas sûr que le moment venu, Zelensky et Macron et Biden parleront avec Poutine. Mais parler avec la Russie, oui. La Russie, c'est un grand pays, c'est une grande culture. Elle a un tropisme vers l'Europe qui est très ancien. Donc il faudra un jour parler avec elle. Mais je ne crois pas qu'on parlera avec Poutine. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas Poutine qui sera à la table des négociations, mais pas parce que l'Occident l'aura décidé, parce que le peuple russe se sera
débarrasser de lui. Bernard Aurélie, vous êtes notre invité sur CNews et sur Europe 1, il est 18h45, vous revenez d'Ukraine. Très bon, très grand reportage dans Paris Match, un journal que je connais bien puisque j'y travaille. Vous y avez rencontré des hommes, des femmes qui se battaient, un bataillon notamment qui s'est rebaptisé le bataillon Charles de Gaulle. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu sur le terrain. Ce que j'ai vu sur le terrain, oui, d'abord merci pour ce que vous dites de ce texte que je suis très fier d'avoir publié dans Match. Et en effet, j'ai descendu la ligne de front depuis le nord jusqu'au sud, depuis Kharkiv jusqu'à Odessa, en passant par la région de Kherson, de Mykolaïev, de Zaporizhzhia. Donc je suis allé dans tous ces lieux. Avec les soldats ukrainiens, avec les volontaires, avec les officiers, les hommes de troupes, etc. Donc c'était une expérience tout à fait intéressante parce que ça m'a permis de voir les choses. Et vous savez, même quand on est philosophe, voir les choses avec ses yeux, c'est toujours très important. Et là, le bataillon Charles de Gaulle, pour moi, c'était un moment bouleversant. Voir cette unité, le 183e bataillon, je crois, de l'unité A67-37, qui, en hommage à la France, en remerciement à Macron, en remerciement au canon César que la France a livré, en hommage au général de Gaulle et à l'épopée de la Résistance, décide de s'appeler, au fin fond de l'Ukraine, au sud de Zaporizhzhia, bataillon Charles de Gaulle. Pour un Français, pour un écrivain français, pour un Français en général, pour tous mes camarades qui étaient avec moi, c'était un grand moment, c'était magnifique de voir ces hommes intelligents, pour certains frustes, des hommes de guerre, des hommes de paix, les voir communier dans l'admiration de l'homme du 18 juin 1940. Croyez-moi, quand on est français, ça vous fait frissonner. Voilà. Et pour moi, ça a été un moment de grande exaltation pendant ce reportage. Et les photos de Marc Roussel, le photographe, sont absolument parlantes. Est-ce que vous avez vu les combats? Est-ce que vous avez vu ces soldats au combat? Est-ce qu'ils se battent avec une énergie farouche qui, évidemment, leur vient du fait qu'ils défendent leur propre pays, que n'ont pas les soldats russes, évidemment? Je les ai vus, en effet, en première ligne autour de Kherson. La ville de Kherson, qui est une ville qui est tombée dès le mois de mars à cause de trahison intérieure et qui est tombée entre les mains des Russes. Elle est aujourd'hui encerclée. Il y a une sorte d'arc tactique qui l'entoure et qui est en train de pousser les Russes dans une poche de l'autre côté du Dniepr. Et là, j'étais avec ces hommes. Alors, ils se battent, en effet, vous les voyez, c'est là. Ils se battent avec une énergie farouche, oui, mais en même temps une énergie raisonnable. Ce qui me frappe dans l'armée ukrainienne, un peu comme dans l'armée israélienne, un peu comme chez les combattants kurdes, c'est le respect de la vie. C'est l'économie de la vie. Économie de la vie des civils et économie de la vie de leurs propres soldats. C'est pas le genre à envoyer des missions suicides absurdes en envoyant la chair à canon se faire tailler en pièces. Voilà. C'est des combattants avisés. Mais ils l'emportent. Les Russes reculent. Les gars du bataillon Charles de Gaulle dont je vous parlais, je les connaissais. Je les avais rencontrés au mois de juin dernier dans une ville qui s'appelait Oulaï-Polé. Bon, aujourd'hui, je ne donne pas la localisation exacte parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire, mais enfin, en 3 mois, ils ont gagné plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, ils gagnent pied à pied, en sécurisant leur position, en économisant leurs hommes. Et ça, c'est cette horreur qu'est la guerre, c'est la moins mauvaise des manières de la mener. Avec un armement qui continue à leur parvenir, un armement évidemment fourni par les Alliés et Absolument. Ça, c'est la grande différence avec ce que j'ai vu au mois de juin, c'est qu'il y a maintenant des armements américains, il y a des armements français. Les Ukrainiens en ont pris possession, ont appris à les manier en quelques jours. D'ailleurs, il y avait, c'est un exemple très parlant, il y a une ONG, un groupe d'anglo-saxons qui s'appelle les gens de l'opération Mozart. Mozart, c'est des Américains, pas seulement, aussi des Anglais, qui en opposition aux commandos Wagner, qui sont des criminels, eux sont venus en Ukraine pour défendre la liberté. Au mois de mai ou au mois de juin, ils faisaient des missions d'entraînement. Ils entraînaient notamment des gens du bataillon Azov pour faire la relève à Mariupol.
Aujourd'hui, c'est fini. Les mêmes gens de Mozart, qui sont des Américains désarmés, mais qui faisaient de la formation, aujourd'hui, ils font des évacuations. Des évacuations de vieilles dames, de vieux messieurs, d'enfants, d'indigents, qui sont coincés dans un village, qui ne peuvent pas sortir, qui n'en ont pas les moyens, qui ne peuvent pas payer les 1 000 € pour payer le passeur, etc. Ils vont les chercher. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que on n'a plus besoin d'entraîner les Ukrainiens. Ils ont les armes qui leur sont livrées régulièrement et ils s'en servent avec, là encore, une maestria et un esprit de mesure absolu. Bernard-Henri Lévy, pendant ce reportage pour Paris Match, vous êtes tombé sur un drone dans lequel il y avait des composants français. C'est-à-dire que la France livre bien ses armes-là. Alors ça fait moins plaisir. Oui, c'est un drone russe. C'est-à-dire que c'est un drone, oui, bien sûr. Lorsque nous étions là, avec Marc Roussel, avec J. Herzog, avec Olivier Jacquin, il y a eu ça. En effet, un drone abattu par les Ukrainiens. Et c'est un drôle de chose. Un drone, c'est un gros oiseau éventré. Et puis du ventre du drone à terre sortait tout un tas de fils et d'électronique. Et en effet, à notre grande... Voilà, il est là. C'est grand, c'est presque de la taille d'un homme. Et les composants électroniques, eh bien, c'était du Made in France. Alors, j'ai un peu fait l'enquête. C'est évidemment pas aujourd'hui. C'est un drone livré il y a plusieurs années, à l'époque où il y avait des relations normales avec la Russie. Enfin, normales. Moi, je pense que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû se méfier de Poutine. Enfin, peu importe. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que c'est moins gai que de tomber sur le bataillon Charles de Gaulle. L'état d'esprit des hommes et des femmes que vous avez rencontrés en Ukraine, puisque vous en revenez, il est combatif? Il voit la victoire ou il reste quand même très prudent sur l'issue de ce conflit qui risque d'être encore long? Ils sont prudents parce qu'ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, mesurés et raisonnables, mais pour eux, la victoire ne fait pas de doute. Et la victoire ne fait pas de doute pour une raison très simple. Vous savez, Franck Capra, pourquoi nous combattons? Eux, ils savent pourquoi ils combattent. Ils combattent parce qu'ils défendent leur maison, parce qu'ils défendent leur famille et parce qu'ils défendent des valeurs. Ils défendent les valeurs de l'Europe. Ils sont les sentinelles de l'Europe. De l'autre côté, les Russes, pourquoi nous combattons? Il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas pourquoi ils combattent. Ils combattent pour permettre à un homme seul, à un dictateur et à une clique autour de lui de rester au pouvoir. Ben, quand vous avez ces deux forces face à face, il n'y a pas photo. Ceux qui savent pourquoi ils combattent, ceux qui ont ce moral-là, eh bien, à la fin des fins, ils l'emportent. Et c'est ça que m'ont dit partout, que ce soit à Kharkiv, que ce soit dans la région d'Izium, que ce soit à Zaporizhzhia ou ailleurs, c'est ça que m'ont dit tous les combattants ukrainiens que j'ai rencontrés. Alors ils ont, encore une fois, économes de leur force, ils ont peur, ils savent qu'un missile peut tomber à tout moment, mais ils savent qu'à la fin des fins, quand David est vaillant et quand Goliath est veule, c'est David qui l'emporte. C'est ce que pensent profondément tous les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer. Bernard-Henri Lévy, vous étiez sur le terrain. Les exactions des soldats russes sont une réalité. Il y a des victimes torturées. On a retrouvé des corps dans certaines localités. C'est une abomination que vivent les Ukrainiens. Il y en a partout. Là, il y a eu en effet un coup de projecteur heureux sur Izium, comme il y en avait eu un sur Gostomel, sur Irpin et sur Boutcha avant l'été, mais il y en a partout. Vous savez, j'étais à Mykolaïev il y a 4 ou 5 jours. Le matin du jour où j'étais là, il y a une école qui a été bombardée. Et une école bombardée par un missile, je crois qu'il y a une photo dans le reportage de Match, c'est pas beau à voir. Elle est cassée en son milieu, totalement éboulée. Le missile l'a visée, l'a fracturée. C'est horrible. C'est une école. Après, il y a un autre, le même jour, il y a eu deux missiles qui sont tombés sur la ville. C'était une espèce de, je sais pas, de centre commercial, mettons, de grands malls, comme on dit aux États-Unis, loués à des petits commerçants, à des épiciers, Là encore, un missile l'a totalement détruit, avec évidemment des corps ensevelis, des secouristes tentant de rechercher des dernières traces de vie. C'est affreux.
C'est affreux, c'est une guerre aveugle, c'est une guerre cruelle, c'est la loi des barbares. Et ça, c'est partout, c'est vrai. C'est vrai dans la région de Kherson. J'ai vu un pauvre village dont je parle dans ce reportage. Là encore, le village a été bombardé sans aucune raison militaire. Il ne représentait rien, etc. Donc c'est ça partout. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu partager ce que vous avez vécu sur le terrain. Reportage évidemment à lire dans Paris Match de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été notre invité exceptionnel ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly sur Face à l'info qui vous attend sur CNews et Raphaël Devolvé pour Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous et à demain pour Punchline.